Très bien, bonsoir à tous, bienvenue sur Libre TeamSpeak en ce 29 avril. Ce soir, nous recevons Philon, qui nous fera conférencière, qui nous fera une conférence donc intitulée Savent-ils ce qu'ils font? Réflexion autour des revendications à propos du mariage homosexuel. Philon, je te propose de donner quelques mots de présentation et ensuite de faire la conférence. Merci à toi. Bonsoir. Tout d'abord, merci au Libre TeamSpeak de me permettre de m'exprimer sur ce média. Ma présentation, je suis une mère de famille sans emploi, donc volontairement sans emploi. Je fais partie de certains forums depuis quelques années et donc j'ai toujours essayé d'avoir une réflexion, des lectures, donc je suis un peu autodidacte. Donc j'ai toujours essayé d'avoir des lectures critiques donc par rapport à des problèmes touchant, enfin, des problèmes qui ont un dénominateur commun qui est le renvoi de l'autorité, notamment de type paternel. Voilà, donc c'est pour l'instant à peu près tout ce que je peux dire, sinon je suis une internaute simplement qui se pose des questions. Très bien, merci pour ta présentation. Ben, nous t'écoutons pour ta conférence. Oui, alors bonsoir. Merci de me recevoir sur ce média. Alors donc j'ai cette conférence, j'ai eu l'idée de cette conférence par rapport aux revendications actuelles. Alors depuis quelques années, beaucoup de revendications de militantisme. Donc il y a eu le PAX voté en 99. À la rentrée 2011, j'ai appris donc, en tant que mère de famille et mère d'élèves que la théorie du genre allait être enseignée à l'école, donc dans les manuels de SVT de première. Le baiser de la lune, qui est un dessin animé destiné aux classes de primaire, euh, a été d'abord n'était pas autorisé par le ministre Luc Châtel. Et il a fini par être autorisé donc sous la pression probablement des associations militantes. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au motif de lutter contre les discriminations, dont notamment en 2004 la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, la HALD, demandée aussi donc par les associations militantes homosexuelles. Le candidat, enfin l'un des candidats, le candidat de gauche, a inscrit à son programme donc le mariage homosexuel, donc un terme que je mets entre guillemets, parce que ça me semble un peu abusif du point de vue du langage, puisque le mariage, c'est un homme et une femme. Donc parler de mariage homosexuel, ça me paraît un peu bizarre. Et l'adoption. Donc il y a manifestement un débat. Ce débat me posait problème et j'ai essayé de faire des recherches sur les argumentaires, enfin la façon dont on débat actuellement à ce propos dans les médias, sur l'Internet. Alors, je vais donc diviser cette conférence en trois parties. Dans la première partie, je vais parler de l'argumentaire de ceux qui sont favorables donc au mariage homosexuel et à l'adoption des enfants par des couples homosexuels. Ensuite, dans la deuxième partie, je dis d'emblée, ces argumentaires ont tous quelque chose, en fait, tous les arguments qui sont apportés, on va un petit peu les recenser. Tous ces arguments ont quelque chose en commun, qui est l'absence d'interrogation sur ce que c'est que l'homosexualité, et notamment sur ce que c'est que l'homosexualité au regard de l'ordre symbolique. Donc par rapport à lundi, les interdits fondamentaux, et donc les interdits qui fondent en fait les interdits de base de toute société humaine. Donc ça, ce sont des questions qui sont écartées, qui sont absentes de ces argumentaires. Donc, étant donné qu'il s'agit de questions sociales donc, qui engagent l'avenir de la société, plusieurs générations, l'avenir, le lien social aussi, ça paraît un peu bizarre et ça paraît manquer de sérieux dans des débats politiques. Donc dans la deuxième partie, je vais me pencher donc justement sur le sens de l'interdit dans nos sociétés. Qu'est-ce que c'est que l'ordre symbolique? Qu'est-ce que c'est que la fonction paternelle? Pourquoi les interdits? Est-ce que les interdits sont là pour nous empêcher de nous amuser? Ou bien est-ce qu'ils ont un sens plus profond? On verra ça.
Euh, donc par rapport à ces interdits, par rapport à ce qui structure un individu, par rapport à ce qui permet à quelqu'un, à un enfant de s'humaniser, de grandir, que représente l'homosexualité? Donc est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres vérités, d'autres hypothèses par rapport à l'homosexualité qui sortent du discours politiquement correct? Donc, je fais référence notamment à la psychanalyse, à ce qu'en dit la psychanalyse. Donc, je vais m'appuyer aussi sur des auteurs qui sont des psychanalystes. Et ensuite, dans la troisième partie, donc ça ce sera la deuxième partie, et ensuite dans la troisième partie, eh bien, on se posera la question de savoir mais quels sont les enjeux véritables, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on risque en votant ces lois, c'est-à-dire en adoptant ces projets de loi, donc en inscrivant, en instituant, en inscrivant dans la loi une tendance sexuelle, en mettant sur le même plan le mariage classique et le mariage homosexuel, en permettant l'adoption des enfants. Donc, quelles sont les conséquences? Quelles vont être les conséquences sur les enfants? Pas seulement sur les enfants et leur développement et leur équilibre, mais aussi sur, pour l'avenir en général, la symbolique de la société. En fait, vers quoi est-ce qu'on risque d'aller? Voilà. Donc je vais essayer, j'ai cité beaucoup d'auteurs, enfin j'ai fait une liste bibliographique. Je vais être obligée de résumer beaucoup parce que je ne pourrais malheureusement pas exposer la pensée de tous les auteurs que, je, que je vais citer. Donc commençons. Donc, première partie, l'argumentaire. Donc je suis allée sur Internet et j'ai vu par exemple sur le site de family.fr à la question de grandir dans une famille homoparentale. Alors, premièrement, ce que je tiens à signaler avant toute chose, petite parenthèse que j'ouvre, on assiste avec cette militance à la création de néologismes, de nouveaux termes. Homoparentalité, parent au singulier, l'usage du mot parent au singulier, normalement il est au pluriel. Mariage homosexuel, j'ai noté aussi alors, soit il y a des néologismes, ou alors il y a des mots, des termes de la langue française qui sont employés d'une façon un petit peu bizarre. Par exemple, le terme d'égalité. Le terme de couple homosexuel. Un couple, Tony Anatrella dit qu'on ne peut pas parler d'un couple en ce qui concerne les homosexuels, mais qu'il s'agit d'un duo. Donc c'est pas un couple, c'est un homme et une femme. On parle donc d'homoparentalité, on parle aussi d'homophobie, donc on aura à revenir effectivement sur ce terme donc d'homophobie. Donc il y avait notamment un projet de loi en 2004 pour la lutte contre l'homophobie. Alors voilà les argumentaires que j'ai relevés. Donc sur le site de family.fr, on estime qu'il y a 30 000 à 50 000 enfants qui sont élevés dans des familles homoparentales. On ne nous dit pas d'où viennent les sources. On nous dit quelles sont les différentes situations. Alors ça peut être des enfants qui sont issus d'une relation hétérosexuelle, mais qui a été... les parents se sont séparés, ou bien des projets de coparentalité, donc avec faire un enfant en fait, tout en vivant avec une personne du même sexe, faire un enfant avec une personne du sexe différent. Alors, il y a des commentaires d'une psychanalyste qui est auteure de La construction de la parentalité dans les couples du même sexe, paru aux Presses universitaires de France en 2001, donc Madame Deléside-Parseval, et elle a des commentaires assez étonnants qui m'ont posé beaucoup de questions. Je me suis posé des questions en lisant ces commentaires. Par exemple, elle parle de la discrimination sociale. Comme si c'était le seul problème qui se pose. Donc, il y a aussi une façon de ne pas trop hiérarchiser les problèmes. Elle dit qu'elle conseille aux parents de ne pas se cacher, donc de parler à leur entourage de la nature de leur liaison. Elle dit par exemple, on s'est longtemps demandé si un enfant élevé par deux parents du même sexe ne risquait pas plus qu'un autre de devenir homosexuel. Aujourd'hui, on sait que non. On ne nous dit pas d'où vient ce savoir. Il n'y a pas de... On ne nous dit pas comment ça se fait. Et elle dit que l'enfant va s'identifier à la part masculine, par exemple s'il vit avec deux femmes, à la part masculine de chacune des mères. Ce que l'on sait de ces enfants, alors c'est effectivement ce qui me préoccupe moi en tant que mère de famille aussi,
Alors voilà ce qui est dit sur ce site. Toutes, alors d'abord moi je me pose des questions, lesquelles? Toutes les études, on ne dit pas comment elles sont faites, on ne dit pas sur quel type de personnes, sur des enfants, sur des adultes, sur le long terme, des études, comment sont-elles faites, quelles sont les questions qu'on pose, par qui sont-elles financées, sont-ce des études indépendantes ou pas, ça on ne le dit pas. Donc ces études, elles disent qu'il n'y a pas plus d'enfants homosexuels chez les enfants élevés par deux parents de même sexe que dans la moyenne de la population. Alors, comme si c'était le seul problème qui pouvait effectivement surgir. Et Madame Delézy de Parseval dit que ce sont souvent des enfants plus mûrs. Bon, effectivement, moi je pense que s'ils sont confrontés à des situations difficiles, éventuellement ce qu'on appelle des enfants parentifiés, et donc ils ne sont pas mis à leur place d'enfants, ils ont l'air effectivement plus mûrs. Il y en a beaucoup qui sont dans des situations où effectivement ils paraissent plus mûrs parce qu'ils sont bien obligés, plus tolérants, bien forcés, hein, que la moyenne. Ils ont bien compris que les différences existent partout. Alors là, pareil, je cite ce site internet, sous de multiples formes, et ils ont l'esprit plus ouvert. Alors, c'est très bizarre de dire que des enfants qui naissent dans un couple, pardon, dans un duo, donc entre deux personnes du même sexe, c'est-à-dire au milieu, qui grandit, qui est élevé par deux personnes qui n'acceptent pas, qui sont dans le déni de la différence fondamentale qui est la différence sexuelle, c'est précisément ces enfants, leurs enfants, dont on dit qu'ils ont bien compris que les différences existent partout. Donc il y a déjà un problème qui se pose par rapport à l'idée de qu'est-ce que c'est que la différence. Alors ensuite, j'ai aussi consulté l'homoparentalité, c'est un rapport de mesdames Mélanie Marillo et Jennifer Vacher, toujours disponible sur Internet. Donc qui se félicitent, qui sont heureuses de ce que les mentalités évoluent, puisque on ne considère plus l'homosexualité comme une pathologie, mais elles disent que le droit à l'adoption reste un tabou. Alors déjà la façon de s'exprimer, sous-entendu, petit à petit, le droit à l'adoption serait destiné à ne pas rester un tabou. Donc, donc elle rappelle qu'il y a en France une loi, donc la loi de 1966, qui donne droit à l'adoption plénière par un célibataire. Et elle note que c'est moins facile quand on affiche ouvertement ses tendances homosexuelles. Et donc, il y a des revendications donc, de la part d'associations, notamment associations de parents qui sont dans les faits des parents homosexuels qui vivent avec une personne de même sexe et qui ont des enfants. Adoptés ou non. Alors, elle signale donc que l'homoparentalité ne présente pas d'existence juridique, mais qu'elle existe dans les faits. Comme si c'était... Alors moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que la loi doit... Est-ce que ce sont aux faits et aux mœurs à dicter la loi? Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'inverse, qui devrait être le cas? Donc elle signale que le bien de l'enfant est le plus important et que c'est la raison pour laquelle les demandes d'adoption donc faites à la DAS ont des critères, enfin la DAS a des critères très, très draconiens, mais qu'elle signale par ailleurs que le traité d'Amsterdam, donc ratifié par la France, précise à l'article 13 que on condamne, donc le traité d'Amsterdam condamne toute discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Donc ces auteurs estiment que la France se rend hors la loi en ne donnant pas droit à l'adoption. Vous m'entendez? Ça va bien? Oui, oui, tout fonctionne très bien. Bon, alors je continue. Donc je vais passer sur les statistiques. Donc en ce qui concerne les conséquences chez l'enfant, donc c'est les questions à mes yeux la plus essentielle, c'est quelles sont les conséquences donc, pour l'enfant et de façon beaucoup plus large les conséquences pour l'avenir de la société, le lien social. Alors voilà ce qu'elles disent. Certains pensent que le désir d'enfant chez les gays est égoïste et qu'ils ne sont pas des gens mûrs. Alors les auteurs attribuent cette idée non pas à la pratique de la psychanalyse, non pas à une réflexion sur ce qu'est le lien social, sur ce qu'est le fait de grandir, sur ce qu'est l'intégration de l'interdit, notamment l'interdit
de l'inceste, sur ce qu'est le complexe d'Oedipe. Non, elles attribuent cette idée à une image caricaturale, donc à des représentations qu'on aurait colportées dans les médias, des représentations caricaturales à propos des homosexuels, style cage aux folles. Bon, ça me paraît être une réflexion un peu superficielle. Ensuite, elles disent de récentes enquêtes publiées dans Pediatrics in Review, donc numéro 5 de cette revue, montrent que même que le désir d'enfant chez les homosexuels est souvent plus mûrement réfléchi que chez les hétéros. Bon, le principal argument, alors ensuite, elle se pose aussi la question de savoir, donc, en fait, les problèmes d'identification, donc quelles vont être les conséquences. Alors, problème d'insertion dans la société, mais bon, là, elles disent pareil que c'est donc toujours, on pose toujours ce problème, les enfants se sentiront différents, donc il va falloir changer la société en luttant contre l'homophobie, etc. Ensuite, elles disent que quand ces enfants rejettent leurs parents, ce qui peut paraître tout à fait, étant donné la bizarreté de la situation, ça peut paraître compréhensible, elles mettent ce rejet sur le compte de la très normale crise d'adolescence. Et ensuite, elles se posent des questions sur la recherche de leur identité sexuelle, donc quelques petits problèmes par rapport à leur identité sexuelle. Et elles disent qu'il n'y a pas de pourcentage, enfin que pareil, on dit toujours, les études montrent qu'il n'y a pas plus d'enfants déséquilibrés. Et que, donc, elle cite une étude qui a été faite donc, sur des enfants, notamment aux USA. Une petite fille de 10 ans a été interviewée et s'estimait heureuse. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'un enfant dira qu'il est malheureux? Un enfant dépend de ses parents. Et comme le dit Tony Anatrella dans Le règne de Narcisse, les enfants, quand ils sont petits, ne se rendent pas compte de ce qu'on leur fait subir. C'est seulement à l'âge adulte, donc ensuite, donc à long terme, quand il s'agit soi-même de fonder un couple, de rencontrer l'autre, que les problèmes commencent à se poser. Et là, malheureusement, on n'a pas assez d'études, on ne dispose pas de suffisamment d'études. Les enfants, en général, ne vont pas dire qu'ils sont malheureux, et les parents ne vont pas dire qu'ils sont de mauvais parents. Donc ces études, elles ne me paraissent pas être menées de façon rationnelle et rigoureuse. Donc ensuite, il y a un autre site qui s'appelle l'homoparentalité, qui pose la question de savoir si les enfants sont différents. Alors, il y a une façon de caricaturer les arguments des opposants au mariage et à l'adoption par les homosexuels, qui est vraiment très très caricaturale et qui réduit leurs arguments à des choses très simplistes. Les parents gays et lesbiens ou lesbiennes seraient mentalement malades et inadaptés à la fonction parentale. Et puis alors, il y a une série de réponses qui est placative, qui est radicale. Faux. Nos enfants deviendraient à leur tour gays et lesbiens. Faux. Les lesbiennes ne seraient pas maternelles. Faux. Les gays et les lesbiennes seraient des obsédés sexuels. Ils ne pourraient pas être de bons parents. Faux. Voilà, donc ces sites aussi posent aussi des questions relatives à l'identité sexuelle, des problèmes donc, par rapport à l'identité sexuelle. Et l'argument qu'on retient, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire il vaut mieux être adopté par un couple homosexuel prêt à le faire et qui s'aime, plutôt que d'être orphelin, ou plutôt que d'être dans un couple de parents hétérosexuels qui ne s'aiment pas. Et autre argument, on a conscience quand même du fait qu'il faut des modèles d'identification, puisque ces sites aussi disent que les couples, par exemple un duo formé par deux femmes, proposera donc à son enfant adopté d'avoir des modèles d'identification masculin, féminin, hétérosexuel, extérieur, le voisin, la voisine, les autres membres de la famille, etc. Elisabeth Roudinesco, éminente psychanalyste, dit « Rien ne permet de dire qu'elle soit plus perturbée ». Évidemment, me dis-je, puisqu'on manque de recul et d'études sérieuses sur la question, manifestement. Daniel Marcelli, pédopsychiatre, ne voit pas d'objection. Ruffo est favorable. Quant au psychanalyste Jean-Pierre Winter, auteur de « Il n'est jamais trop tard pour choisir la psychanalyse », il s'oppose à une légifération sans débat sérieux et surtout il se demande sur quelle base sont faites les études.
Et il n'y a pas, en l'absence de résultats réels et en l'absence de recul, donc il préfère le principe de précaution qui est très très rarement évoqué malheureusement dans ces débats. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que ces débats, comme le dit, je vais me baser sur un livre, un essai pour la deuxième partie, je vais me baser sur Le règne de Narcisse, paru aux presses de la Renaissance, donc par Tony Anatrella, qui est psychanalyste et spécialiste en psychiatrie sociale et prêtre. Il dit que ces revendications, en fait, n'ont pu avoir lieu que dans une société où le principe de la fonction paternelle, le principe d'autorité, était déjà suffisamment érodé pour que, à la limite, on ne se rende même pas compte du manque de sérieux de ces débats. Parce qu'en effet, dans tous ces arguments, le grand absent, c'est l'ordre symbolique. C'est-à-dire que ce sont des débats, des études qui sont faites d'après des méthodes gestionnaires, qui évacuent l'ordre symbolique, et donc ces débats sont partisans et ont tendance à placer à partir de l'implicite, enfin d'une idée implicite, selon quoi l'homosexualité serait à égalité avec l'hétérosexualité, serait équivalente. Donc il va falloir, Elisabeth Roudinesco le dit, elle est citée sur l'un de ses sites, elle dit, à partir du moment, enfin je la cite pas tout à fait exactement, mais en substance elle dit la chose suivante, à partir du moment où on considère que l'homosexualité est équivalente à l'hétérosexualité, on n'a rien à opposer à ces arguments, effectivement. Donc c'est comme ça qu'on les fait passer. Alors, donc dans la deuxième partie, on va s'interroger sur ce que c'est que l'ordre symbolique, c'est-à-dire est-ce que l'homosexualité est véritablement équivalente? Est-ce qu'on peut la mettre sur le même plan? Ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas tout un type de pensée, des traditions, des auteurs, des lois fondamentales, ou simplement la raison humaine, aussi bien le savoir psychanalytique? Donc, je vais me baser sur plusieurs auteurs, je peux en citer quelques-uns ici. Donc il y a Tony Anatrella, il y a plusieurs auteurs dont Michel Schneider, par exemple Big Mother, ou bien Jean-Pierre Lebrun, qui est psychiatre et qui s'interroge sur les nouvelles pathologies d'un monde qui devient matriarcal, notamment dans Un monde sans limite et dans La perversion ordinaire. Et donc Tony Anatrella, et ainsi que le grand pédiatre formé à la psychanalyse, Aldo Naouri, dont j'apprécie beaucoup la pensée. Ce sont des auteurs qui s'interrogent chacun à leur façon. Je cite aussi, en dernière encore quelques citations, Le divin marché et la cité perverse du philosophe Dany Robert Dufour. Donc ce sont des auteurs qui sont dans des domaines d'activité différents, les uns sont sociologues, philosophes, psychanalystes, prêtres, qui tous ont un point commun qui est de réfléchir sur les conséquences de l'éviction de la fonction paternelle dans nos sociétés et de ces conséquences donc, sur l'équilibre des sujets, sur les difficultés que rencontrent les sujets à se structurer comme sujets et sur le devenir de la société avec notamment la montée de la violence. Alors, à propos donc de la violence, la montée de la violence, dans son rapport avec le déni des différences, puisqu'on est dans des sociétés qui, en évacuant la fonction paternelle, sont dans un déni de la différence générationnelle et de la différence sexuelle, les deux s'articulant l'une avec l'autre. Comme le dit Michel Schneider dans Big Mother, dans l'ordre symbolique, tout est lié. C'est-à-dire que si on touche, si on atteint, si on égratigne une différence, on égratigne automatiquement l'autre. Alors il y a un auteur, c'est René Girard, qui a fait beaucoup de recherches historiques, anthropologiques, littéraires. Je résume, je suis obligée de résumer, je suis donc obligée de trahir un petit peu la pensée des auteurs en résumant. Donc, dans un essai, Je vois Satan tomber comme l'éclair, paru chez Grasset, il dit que il y a un savoir, notamment un savoir biblique à propos de la violence. Donc dans les interdits les commandements, il y a un interdit interdit de convoiter ce que possède le voisin. Donc il y a une mise en garde par rapport à l'envie. Et en effet, René Girard pense que le désir humain n'est pas du tout spontané. Il ne lui vient pas de son propre fond.
il lui vient au fond des autres. Nous désirons ce que l'autre désire. C'est l'autre qui nous fait désirer ce que nous désirons. Et que par conséquent, nous nous structurons par rapport aux autres, mais que ça recèle un danger, c'est-à-dire que si on désire et toujours tout ce qu'a l'autre, on peut tomber dans l'emballement d'une violence rivalitaire. Et que donc ce sont ces violences rivalitaires qui entraînent effectivement la violence sociale, qui se résout souvent d'ailleurs par la mise à mort d'un bouc émissaire innocent. Alors pourquoi l'interdit? L'interdit, pense René Girard, contrairement à ce que véhicule une certaine pensée, notamment après mai 68, l'interdit n'est pas là pour nous empêcher de jouir, pour nous empêcher de nous amuser, mais au contraire, l'interdit relève en fait, est le signe d'une certaine lucidité par rapport à la nature du désir humain. Nous, les modernes, on a tendance à croire que notre désir est spontané, qu'il nous vient de nous-mêmes. Donc, on a tendance à avoir une vision un peu spontanéiste. L'enfant serait, l'être humain serait voué à se développer, et puis il faudrait lui mettre le moins d'entraves possible. D'où d'ailleurs les nouvelles pédagogies. Donc, l'autorité, ce serait ce qui nous empêche de nous développer, etc. Et ce qui fait que on crée de la violence parce qu'on n'a pas conscience du fait que le désir est quelque chose de mimétique, et donc qui peut entraîner la rivalité. Alors que dans la sagesse classique, traditionnelle, biblique, mais pas forcément, enfin, il y a, je dirais presque dans une vision de l'être humain qui est beaucoup plus instituée, donc qui pense que l'être humain a besoin d'être introduit à son humanité par d'autres qui le précèdent, qui sont plus âgés, qui sont différents de lui, et donc qui posent des interdits, notamment en séparant l'enfant de son immaturité, de son infantilisme, donc qui pose des interdits de façon à freiner la tendance à la rivalité et donc la violence. Donc René Girard dit que effectivement c'est dans des sociétés où les différences et donc les interdits ne sont pas bien respectés que la violence a le plus de risques de se développer. Donc ça, on peut effectivement l'appliquer en fait aussi à la. Je pense que cette pensée de René Girard, enfin la pensée de René Girard est tout à fait compatible avec la pensée des grands psychanalystes que j'ai cités, parce que ces auteurs en fait se rejoignent pour expliquer la nécessité de l'interdit oedipien. Alors, je vais citer quelques petits passages d'Aldo Naouri. Donc, je ne peux pas citer tous ses livres parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans un ouvrage co-signe avec Françoise Héritier et Boris Cyrulnik, un essai très bien fait qui s'appelle De l'inceste, il dit la chose suivante: je m'évertue à claironner, alors je cite Aldo Naouri, donc, je m'évertue à claironner en toute occasion l'essence de mon expérience de clinicien, et je pèse chaque mot quand j'énonce cette conclusion. Les conditions susceptibles d'assurer à un enfant, dès la naissance et pour la vie, la meilleure santé physique et le meilleur équilibre mental possible sont étroitement et exclusivement dépendantes du respect manifeste ou latent que chacun de ces deux parents marque à l'endroit de la loi de l'interdit de l'inceste. Alors ça donne à réfléchir, parce qu'on va arriver à donc le développement sur ce que c'est que effectivement que l'homosexualité. Donc je vais être obligée de résumer à nouveau, veuillez m'en excuser. Pour Aldo Naouri, l'inceste, c'est pas forcément un passage à l'acte, c'est pas forcément un viol, c'est pas forcément une contrainte sexuelle évidente et dénonçable. Il dit qu'il y a une propension naturellement incestueuse de la part de la mère. C'est-à-dire qu'au départ, l'enfant et la mère sont dans une fusion, ils ont une relation très étroite. La mère est toujours certaine, elle est toujours absolument certaine d'être la mère de son enfant, mais pas le père. Donc la fonction paternelle va être, d'abord le père est un étranger. Donc ça c'est un peu ce que dit Aldo Naouri dans ses ouvrages. Le père est un étranger parce que justement il est différent de la mère. Et donc parce qu'il est étranger à la mère, il va tracter petit à petit l'enfant du côté de la société, il va l'introduire au langage, il va l'introduire donc au manque. Il va lui signifier que il n'est pas tout pour sa mère, qu'il n'est pas l'homme idéal de sa mère, que sa mère, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie.
Et donc, c'est en posant l'interdit. Alors, pour poser un interdit, ça se pose pas, surtout par rapport à un enfant, ça se pose pas, l'interdit oedipien, ça se pose pas comme ça, paf, par des bonnes paroles et une attitude volontariste. Le couple va signifier d'autant mieux l'interdit que le couple va être d'abord formé de deux personnes, un homme et une femme, qui ont intégré la différence, qui ont eu eux-mêmes des parents qui les ont eux-mêmes introduits à l'interdit. Donc en fait, l'interdit de l'inceste, c'est renoncer à la maman, renoncer donc à cette mère, à cet univers matriciel où tout est indifférencié, où tout est possible, donc à la toute-puissance de la mère et puis de l'enfant qui se croit le prolongement de sa mère, pour finalement accepter une certaine frustration, accepter ce que Daniel Robert Dufour appelle une soustraction de jouissance, et donc accepter de ne pas être tout pour la mère et remanier finalement l'attachement, donc renoncer aux objets de l'enfance, renoncer aux premiers attachements de l'enfance, donc renoncer au fond à un attachement qui est naturellement de nature incestueux, on va dire, pour pouvoir en fait être introduit au manque et donc sortir de l'univers matriciel. Alors d'après le psychanalyste Tony Anatrella, c'est justement donc dans le règne de Narcisse, c'est dommage d'ailleurs, c'est un livre qui n'est pas réédité, c'est fort dommage. Il dit que l'homosexualité correspond à une difficulté qui s'est produite justement par rapport à cette nécessaire séparation d'avec l'univers matriciel. Donc pour lui, l'homosexualité a quelque chose à voir avec une symbolisation qui n'est pas achevée, avec une sorte d'inachèvement. Donc on s'attache, on reste attaché à quelque chose qui est, enfin, au point de vue intime, mais sexuel, naturellement. On reste attaché à un univers qui est au fond matriarcal, où on recherche le même que soi. Je crois que c'est Aldo Naouri qui, citant Françoise Héritier, ou faisant référence à la pensée de Françoise Héritier, dit que l'inceste fondamental, en fait, ça consiste à faire du même avec du même. On reste collé inconsciemment à la mère, et donc on est quelque part dans la recherche du même. On n'a pas subi de manque, donc quelque part on ne peut pas, on s'identifie mal aux parents du même sexe que soi. Donc, pour un garçon c'est le père, parce que justement le père n'a pas bien joué son rôle, parce que la fonction paternelle qu'il aurait dû signifier, enfin la fonction du père n'est pas crédible. Alors, c'est pas seulement un problème privé, enfin, de la part de quelques pères défaillants ou peu crédibles. Je crois que c'est aussi un problème qui touche nos sociétés occidentales dans leur ensemble. Ces sociétés dévalorisent la fonction du père, l'importance du père, et notamment les changements sociaux, notamment en matière de procréation, de contraception, aussi en ce qui concerne le salariat féminin, donc l'indépendance de la femme. Tous ces changements qui ont été présentés comme des progrès, comme une émancipation, en fait ont contribué à renforcer la toute-puissance de la mère. Donc c'est encore plus difficile de nos jours d'effectuer ce travail. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde confronté à ces problèmes va devenir forcément homosexuel, mais la tendance à rester entre mêmes que soi, à ne pas, ou à sortir difficilement de soi-même, à renoncer de plus en plus difficilement à une part de son narcissisme pour faire une place à l'autre, donc à intégrer la différence, tout ça, ce sont des travaux psychiques qui deviennent de plus en plus difficiles. Donc voilà, alors donc quand on nous dit dans les argumentaires donc des militants donc qui veulent l'adoption, qui veulent le mariage homosexuel et l'adoption, ils disent toujours que dans des couples homosexuels, il peut s'agir de deux hommes ou de deux femmes qui s'aiment, qui vont aimer l'enfant, etc. Mais alors la question se pose, là aussi je m'appuie sur la pensée de Tony Anatrella et d'Aldo Naouri, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par amour? En effet, nous vivons dans des sociétés qui se sont féminisées,
Je pense que certaines personnes savent à quels auteurs je fais allusion, donc Alain Soral vers la féminisation, Éric Zemmour qui reprend un peu les mêmes thèmes, notamment le terme du mariage d'amour. C'est-à-dire qu'on est on est dans des sociétés qui vont de plus en plus vers l'individu, vers la valorisation des pulsions partielles, vers la valorisation des passages à l'acte, vers un déni de différence, vers le renvoi de la fonction paternelle, et qui vont donc retenir, qui vont en fait favoriser l'immaturité et retenir dans le lien social, notamment dans le rapport entre hommes et femmes, et aussi dans le rapport à l'enfant, l'aspect seulement affectif. Donc tous ces partisans en fait du mariage et de l'adoption homosexuelle nous disent oui mais il suffit d'aimer l'enfant quand on aime l'enfant, etc. C'est oublier que l'affectif, qui relève plutôt de la symbolique maternelle, ne suffit pas. C'est-à-dire que il ne suffit pas de nourrir, d'apprendre des choses à l'enfant, de proposer des activités. Il ne suffit pas de l'envelopper affectivement pour pouvoir effectivement en faire un enfant qui va se structurer, qui va grandir, qui va être capable de supporter les frustrations, qui va devenir adulte, qui va être capable de supporter, d'intégrer et de supporter de vivre avec la différence, notamment la différence de l'autre. Donc c'est vrai que ça pose vraiment un problème quand on tient compte de ce savoir psychanalytique, ça pose vraiment un problème de voir que dans le discours politiquement correct, l'homosexualité est mise sur le même plan que l'hétérosexualité au motif qu'il suffit de s'aimer. Ça suppose qu'on évacue complètement les considérations, par exemple, historiques. Parce qu'en effet, l'ordre symbolique, je l'ai dit tout à l'heure, tout se tient dans l'ordre symbolique. Lorsque l'enfant accède donc, à la loi, devient un adulte, lorsque la fonction paternelle marche, enfin fonctionne, il renonce donc à son premier objet d'amour qui est la mère, il renonce à une partie de son narcissisme, il intègre très difficilement, parce qu'on a tous du mal avec ça, l'idée que tout n'est pas possible, que tout ne lui est pas dû, que donc il faut fournir des efforts pour travailler, que l'autre est différent de soi, qu'il y a de l'altérité dans la vie, c'est-à-dire il y a des lois qui sont au-dessus des intérêts particuliers, il y a un héritage qui nous précède, le langage, nous ne l'avons pas choisi, il y a des interdits qui peuvent nous paraître arbitraires, mais auxquels nous avons à nous soumettre, à devenir à l'état de sujet. Et notamment, l'une des fonctions du père symbolique, est également d'introduire l'enfant à l'idée, alors ça c'est une idée présente dans l'œuvre du philosophe Danny Robert Dufour, d'introduire l'enfant à la distance et donc à la succession générationnelle. C'est justement parce que l'enfant n'est pas de la même génération que sa mère, que ses parents, qu'il doit renoncer à eux pour à son tour, plus tard, s'inscrire donc dans une succession de générations. Il y a aussi le sens de l'histoire qui est donné par l'ordre symbolique. Donc effectivement, dans des sociétés comme les nôtres qui ont tendance à valoriser plutôt les pulsions, plutôt l'immaturité, et donc la logique de l'immédiat, on a de plus en plus de problèmes effectivement, à garder le sens de l'histoire. Donc voilà, je suis obligée de passer un peu rapidement sur les détails. Donc quels vont être en fait les enjeux de ces revendications. Donc si l'homosexualité n'est pas, comme on essaye de le faire croire aujourd'hui, n'est pas équivalente, un choix ou une alternative équivalente à l'hétérosexualité, mais est un complexe qui pose beaucoup de problèmes, aussi bien personnellement, psychiquement que socialement, et le résultat d'un inachèvement dans le développement de la sexualité, c'était aussi la théorie de Freud. Freud qui ne pensait pas pour autant qu'il s'agisse d'ailleurs d'une maladie. Il n'est donc pas pertinent de laisser entendre quelle est une autre alternative de la sexualité humaine, alors que les structures psychiques ne sont pas les mêmes.
Donc, elle n'est pas une différence sexuelle, puisque le sujet, justement, n'intègre pas la différence. Euh, donc voilà, on va passer donc, à la troisième partie, vers quoi on va s'orienter, enfin, ce qu'on peut risquer en adoptant ces projets de loi, donc quelles vont être les conséquences pour la société dans son ensemble et pour les enfants. Alors, on vit donc dans des sociétés qui valorisent l'individu et où ce genre de débat, ce genre de projet de loi ont pu être rendus possibles par une série d'effritements anthropologiques successifs donc, qui ont commencé à partir des années 60, donc, dont j'ai parlé. Euh, alors, on vit dans une société qui a contribué, enfin, qui aplatit les différences, qui nivelle les différences, notamment bon, toute la législation en ce qui concerne la famille, qui facilite le divorce, le vote du Pax aussi, donc en 99, qui a contribué à dévaloriser le mariage et à faire que juridiquement, du point de vue fiscal, le mariage maintenant est aligné sur le Pax et vice-versa. Donc on a aussi un abrasement des différences. Euh, il y a aussi donc une idée, on ne retient dans le lien à l'enfant que l'aspect affectif. Tony Anatrella dit d'ailleurs que lorsque l'on veut faire un enfant, enfin, c'était aussi une des revendications des féministes, je me souviens d'une chanson célèbre, Elle a fait un bébé toute seule. Les progrès médicaux et les changements intervenus dans la société permettent effectivement vont de plus en plus permettre d'avoir un enfant tout seul, c'est-à-dire sans passer par la relation triangulaire avec un conjoint donc du sexe opposé. Donc ça pose aussi un problème parce que l'enfant devient, donc, notamment avec les progrès de la médecine, avec l'IVG, avec donc, la maîtrise de la procréation, l'enfant devient un produit de la volonté des parents, et souvent du seul parent. Enfin, aujourd'hui, actuellement, c'est surtout de la mère. Donc il est colonisé en fait par les fantasmes de ses parents et de moins en moins capable donc de se séparer donc du désir souvent de sa mère. Il reste de plus en plus aliéné à sa mère, d'où aussi de nouvelles pathologies, recensées d'ailleurs par Jean-Pierre Lebrun, notamment avec tout ce qui les conduites addictives, l'augmentation de ce qu'on appelle les états limites, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à la limite entre névrose et psychose, qui ont des problèmes de pulsion, d'équilibre mental. Donc, l'une des conséquences, alors j'avais parlé donc le mariage dévalorisé. En adoptant ces projets-là, on va aller un pas de plus en avant. Donc, on va aggraver des problèmes qui sont déjà existants et qui sont déjà existants du fait justement de l'affaiblissement de la fonction paternelle, de l'affaiblissement en fait de l'autorité. Ce qu'on observe aussi dans la société, c'est que la frontière devient de plus en plus floue entre le public et le privé. Donc ce sont des revendications. On veut inscrire en fait dans la loi, donc dans la vie politique, on veut instituer une tendance, ce qui est une tendance. Or, comme le dit Tony Anatrella, une tendance sexuelle ne peut pas être source de droit. C'est la personne qui est source de droit. Et depuis que l'homosexualité a été dépénalisée au début des années 80, la personne homosexuelle a autant de droits que les autres personnes. Donc on essaye de faire croire que de ne pas pouvoir se marier, enfin l'absence de mariage homosexuel serait une discrimination. Or, c'est pas vrai. Je veux dire, tout le monde peut se marier, le mariage étant jusqu'à nouvel ordre entre un homme et une femme. On ne peut pas instituer une tendance sexuelle qui fait partie de l'ordre privé. Tous les gens sont libres en fait de vivre comme ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, avec pourvu que ce soit dans le respect, dans la limite du respect de la loi. Cependant, la société reconnaît et institue le type d'union qui est favorable, donc d'après des critères objectifs et donc sociaux, qui est favorable au bien commun.
Or, avec ces revendications, on va être au contraire dans une confusion. C'est-à-dire on va instituer, on va créer en fait une catégorie de citoyens qui vont être privilégiés parce qu'on va instituer cette tendance sexuelle-là au motif qu'il y aurait de l'homophobie et que ce serait une discrimination. Donc le risque pour les enfants, c'est d'abord de ne pas pouvoir enfin, d'avoir de grosses difficultés pour se structurer et trouver leur identité sexuelle. Euh, un des autres risques, c'est de rester pour l'enfant prisonnier donc, du désir de ses parents. Euh, une, autre, une autre difficulté donc, en fait, pour la société en général, c'est d'abord la négation de la relation triangulaire, donc de renforcer les tendances d'une société déjà à rester dans la recherche du même que soi, donc de favoriser en fait une immaturité psychique. Comme le dit d'ailleurs Tony Anatrella, le déni des différences, c'est la porte ouverte. Alors ça, c'est pas forcément, c'est juste la porte ouverte. Ça ne veut pas forcément dire qu'on devienne comme ça. C'est la porte ouverte donc à la perversion. Donc effectivement, il note que certains militants ont des procédés assez douteux, donc, qui procèdent notamment par culpabilisation de la société, qui est en général privée de la possibilité de faire des débats sérieux, parce que justement toutes ces questions que je viens d'aborder par rapport à la psychanalyse, par rapport à l'ordre symbolique, sont en général évacuées des débats. Il y a aussi donc une lutte contre l'homophobie qui est organisée. Alors c'est au niveau de l'éducation nationale, donc je sais que les militants sont présents par exemple dans les IUFM. Luc Châtel vient de permettre la projection du Baiser de la Lune, donc qui est un dessin animé qui fait la promotion de l'homosexualité dans les écoles primaires. Et donc, on fuit en fait toute interprétation et toute interrogation à propos de l'enjeu, de ce que c'est véritablement que l'homosexualité, pour ajouter de la loi à la loi et en fait créer une oligarchie. On va vers une oligarchie du lobbying, en fait, des associations militantes, contraire aux principes démocratiques, parce qu'en général, les citoyens ont très peu de moyens de s'opposer à ce que ce genre de loi passe. Les citoyens se rendent compte, enfin, découvrent les lois quand il est trop tard. Donc pour Tony Anatrella, la reconnaissance sociale de l'homosexualité est une transgression et donc qui n'a pas ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage homosexuel n'a pas à être inscrit dans la loi. Donc, en conclusion, je dirais, je parlerai un peu de Aldous Huxley, l'auteur de science-fiction qui a écrit Le meilleur des mondes, et qui, effectivement, donc a imaginé un monde où on produisait les enfants par utérus artificiel, une idée d'ailleurs qui trouve la sympathie de Madame Marcella Yacoub. Donc, certains courants féministes estiment que la maternité est une aliénation pour la femme. On sait que ces mouvements féministes ont beaucoup d'affinités aussi avec les mouvements militants homosexuels. Alors je précise que je ne parle pas de tous les homosexuels, je parle uniquement d'une certaine militance, de certains types de personnes qui sont très bruyants dans les médias, qui sont très médiatisés, mais qui ne sont pas représentatifs probablement de l'ensemble de la population qui a ces tendances. Donc ce à quoi on risque d'aboutir, ça va être ensuite que cette revendication ouvre la porte à d'autres revendications. D'abord que la société qui a déjà été très déstabilisée dans ses repères depuis quelques décennies le soit encore plus, donc ce qui créera de plus en plus de violences sociales. Qu'on crée des personnalités de plus en plus labiles faute d'avoir de repères, ce qui très paradoxalement peut aussi provoquer des réactions homophobes par souci de se protéger soi-même, par souci de garder ses repères. Ensuite, que les identifications soient nébuleuses et que soit surtout touché ou atteint le tabou de l'inceste, puisqu'on a vu. Alors, je ne dis pas que les parents adoptifs homosexuels soient forcément incestueux, ce serait une idée complètement monstrueuse de penser comme ça, mais en instituant, donc en inscrivant dans la loi ce mariage
homosexuels, donc entre guillemets. On touche donc à une différence qui est la différence sexuelle. Et donc, on inscrit dans la loi une forme de relation qui, au fond, est tributaire d'une fixation inconsciente à des objets, effectivement, de l'enfance. Donc, quelque part, aussi, une sexualité qui jouxte la thématique incestueuse. Donc, on ébranle, finalement, la loi fondamentale de l'espèce humaine. Donc, voter cette loi contribue à dévaloriser du même coup toutes les lois qui découlent de cet interdit fondamental. Donc c'est une loi qui, bizarrement, transgresse la loi avec un grand L. Donc qui encourage l'immaturité, ça on l'a dit, qui encourage aussi le déni de la réalité, puisque l'acceptation de la réalité passe par l'acceptation de ces deux différences fondamentales, qui sont la différence sexuelle et la différence générationnelle. Le rapport à l'enfant qui va être changé, et donc je parlais tout à l'heure de Aldous Huxley, qui parle d'une société où on fabrique des humains dans des artificiels, ça devient, ce cauchemar pourrait devenir réalité. On n'en est pas si loin qu'on croit, puisque effectivement, si des personnes de même sexe veulent se marier, entre guillemets, comment feront-ils les enfants? Donc il faudra autoriser les inséminations artificielles, que certaines personnes d'ailleurs, certaines femmes vont en Belgique pour ça. Pourrait éventuellement autoriser la fabrication d'enfants. Donc on se mettrait à produire de la chair humaine, ce qui aurait un effet complètement déshumanisant. Donc ça, ce sont effectivement les dangers qui guettent non seulement nos enfants, mais aussi la société à venir. Donc le déracinement charnel ne peut être porté effectivement par les femmes. La lutte, ça renforcerait effectivement la lutte de tous contre tous. Et donc Tony Anatrella rappelle que seul le couple homme-femme représente la symbolique de l'amour conjugal, donc qui s'inscrit dans la durée, puisqu'il intègre aussi le fait d'instituer, d'élever la génération suivante, l'acceptation de la limite et l'acceptation de la réalité, qui repose donc sur la différence sexuelle et sur la différence générationnelle, donc qui se nouent l'une avec l'autre, donc dans le complexe d'Oedipe. Alors, ces auteurs donc, me mettent en garde, notamment Tony Anatrella, sur la régression qui aurait un coût très élevé pour la société à venir. Il dit aussi que le débat sur l'homophobie a pour effet de geler tous les débats sérieux dans les médias concernant effectivement le mariage homosexuel, et qu'on est dans une sorte d'euphorie et de l'absence de limite. On croit qu'on peut tout faire, que tout est possible, et que les interdits fondamentaux de l'espèce humaine seraient à la libre disposition des dirigeants, des lobbies, des associations, du législateur. Voilà, donc on est dans une illusion, en fait, qui peut aboutir à l'illusion d'une conception sans la sexualité. Voilà, je vais m'arrêter là, donc on passe au débat et aux questions. Je vous remercie de m'avoir écouté, et voilà, merci. Très bien, merci Philon pour ton intervention. Je vais tout de suite donner la parole à un auditeur. Milouz, c'est à toi. Ok, merci Andrew. Bonsoir Philon, et merci pour cette conférence. Une question simple. Quand on connaît la puissance des lobbies comme ACT UP par exemple, ou l'effet qu'ont les personnalités qui sont libres de répondre un petit peu leurs idées et leurs credos sur les grandes ondes, je pense notamment à des personnes comme Franck Tanguy par exemple dans l'émission des Grandes Gueules, qui est une émission très écoutée. On se rend compte que les répliques en face sont assez faibles, et les seules personnes qui sont à peu près audibles sont assez caricaturées. Je pense notamment à Christine Boutin ou à des associations comme Famille de France. À chaque fois, ces gens-là font face à des associations de type Icard. Et ma question est très simple, c'est est-ce qu'il existe une véritable défense, une véritable réponse, face à cette déferlante? À ma connaissance, à part les auteurs que j'ai cités, je ne sais pas, il y a éventuellement les familles catholiques, effectivement, mais le problème c'est que si on se limite aux seules familles catholiques, il faudrait surtout pas donner l'impression que seules les personnes qui sont dans une croyance religieuse monothéiste, les catholiques par exemple, s'opposeraient. Parce que les arguments, quand je parle de l'interdit de l'inceste,
quand je parle des tabous fondamentaux de la société, ils sont valables pour tout le monde, qu'on soit croyant ou pas. Donc, à ma connaissance, enfin, je n'ai pas entendu parler de lobbies ou d'associations puissantes organisées au point où le sont effectivement ces associations militantes. Et c'est dommage. Très bien, merci. Une question de mon camarade Mathieu qui souhaite savoir, la psychanalyse peut-elle avoir rang de science et ouvrir la réflexion sur l'homosexualité, sachant que la psychanalyse n'inclut aucune donnée physiologique? Et il ajoute que Freud a accusé De Vinci d'homosexualité platonique. J'ai pas compris le truc sur Freud, qui a été accusé d'homosexualité platonique? Freud? Non, Freud a accusé De Vinci d'homosexualité platonique. Mais bon, le cœur de la question était donc de savoir déjà si la psychanalyse a pour toi un rang de science et est-ce que du coup on peut l'utiliser pour ouvrir la réflexion sur l'homosexualité? Je pense qu'on ne va pas utiliser seulement la science, parce que je pense que la psychanalyse n'est pas du tout une science. Elle est une interprétation possible, et elle fait partie aussi de... Bon, c'est un petit peu comme... moi je dirais, il y a la mythologie, il y a les récits mythologiques, il y a les grands récits, les grands textes littéraires, sur lesquels d'ailleurs se base René Girard pour ses études. René Girard a une formation de littéraire. Je pense que nous vivons dans une société qui ne retient que le discours scientifique et uniquement celui-là. Donc ce serait réducteur de se baser uniquement sur science, euh, ou plutôt ce serait réducteur de désarticuler la science, de la séparer des réflexions justement qui n'ont pas rapport à la science avec les certitudes, la référence biologique, etc. Puisque, bon ça je vais exprimer ça de deux phrases différentes. Une biblique et l'autre qui n'est pas. La phrase biblique, c'est la phrase de l'évangéliste. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et l'autre phrase, c'est une citation de Pierre Legendre dans La fabrique de l'homme occidental. Mais il ne suffit pas de produire la chair humaine pour qu'elle vive, il faut aussi lui donner des raisons de vivre. C'est-à-dire que l'homme est beaucoup plus que simplement des données scientifiques, etc. Donc, je pense que la psychanalyse ne délivre pas, justement puisqu'elle est du côté du versant des grands récits et de la fonction paternelle, elle est indispensable à l'humanisation, mais en même temps, elle ne peut pas faire une référence absolue. C'est-à-dire, c'est pas une certitude. C'est contrairement, moi je dirais, nos sociétés matriarcales sont effectivement des sociétés de la suprématie de la science. Aujourd'hui, on ne croit plus qu'en la science. Donc voilà. Très bien, pour faire suite à cette question, d'après, donc toujours mon camarade Mathieu qui vous demande, d'après vous, existe-t-il une cause physiologique à l'homosexualité? D'après moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas médecin. Je répète, je suis seulement une internaute, mère de famille sans emploi, vraiment quelqu'un d'obscur. En revanche, je peux citer un livre donc, par le docteur Vincent Dussol qui est paru l'an dernier. Ça s'appelle La domination féminine. Et donc, donc c'est un médecin urologue qui évoque éventuellement certaines causes déjà intra-utérines, donc il viendrait d'une sorte de suprématie. Alors je ne suis pas une scientifique, donc moi je ne peux pas vraiment expliquer. Donc je renvoie à cet ouvrage qui expliquerait en fait la venue de l'homosexualité avec une sorte de volonté féminine, inconsciente, de volonté de la part du corps féminin de neutraliser le masculin dans l'homme. Donc à défaut de pouvoir faire des filles, un nombre croissant de mères. D'après ce que j'ai compris, le ventre, enfin la physiologie féminine serait capable de neutraliser, donc de faire avancer, enfin de faire de leur fils un homosexuel. Bon, c'est une théorie, donc je renvoie à ce livre parce que sinon, n'étant pas moi-même une scientifique ni un médecin, je ne peux pas apporter de réponse. Très bien. Il s'avère justement que sur cette question, l'endocrinopsychologie apporte une réponse. Donc, bah, on vous renvoie éventuellement à la conférence que nous avons fait ici avec le docteur Duchazot, qui s'appelait La sexualité, c'est inconnu. Voilà, si vous voulez plus de renseignements. Je redonne la parole à Milouz.
Merci Anthony. Une autre question, effectivement. À un moment, Philon, tu as mentionné l'argument des études, donc le fait qu'on nous surinait des études sans jamais vraiment les sourcer et les lister précisément. Euh, bon, moi, ce que je vois par rapport à l'argument des études, c'est surtout qu'elles ont en général un effet dévastateur. On voit ça typiquement sur les débats concernant les OGM ou les téléphones mobiles, enfin le danger des téléphones mobiles. Et je me demande si le résultat serait pas contre-productif dans l'utilisation d'un argument comme celui-là, en ce sens que l'homoparentalité deviendrait de facto un sujet finalement banalisé, puisque la réaction de l'audience par rapport à cet argument, c'est généralement l'opposition du principe de précaution on va dire, au principe de modernité. Oui, effectivement. Donc, ce qui est intéressant de noter, d'abord, c'est que dans toutes les questions environnementales aujourd'hui, médicales et environnementales, on applique le principe de précaution, mais que justement, on ne l'applique pas dans ces études qui sont... moi, quand je vais sur les sites et que je vois d'abord... que je lis les résultats de ces études, ça me paraît très partisan, effectivement. Donc je pense que ces études aussi ont pour effet de banaliser effectivement l'idée que ce serait sans conséquence, ce serait banal, ce serait pas nocif pour les enfants, etc. Je pense que c'est effectivement le but et qu'il se peut que beaucoup de ces études soient faites donc justement dans ce but. Panis, est-ce que tu as des questions de ton côté? Ouais, j'ai une question de Kaitel. Alors, selon vous, Philon, quel est le rôle du père dans la vie de tous les jours? Et pas en psychanalyse, c'est ce qu'il précise. Dans la vie de tous les jours. Alors, dans la vie, quand je parlais du père, il s'agit de sa fonction dans le rôle, dans l'éducation, donc de l'aspect qu'il joue dans l'inconscient de l'enfant, donc pas forcément dans les tâches quotidiennes. Il s'agit aussi du père symbolique, c'est-à-dire que la société a longtemps fonctionné avec des pères symboliques, des dirigeants, des grands hommes, le roi, le maître, Dieu. Donc c'est tout ce qu'on appelle en fait la fonction paternelle, c'est tout ce qui va introduire au manque et tout ce qui va proposer, même d'abord imposer des interdits et signifier à l'enfant la limite, le manque et la frustration. Ça, on retrouve cette idée dans l'œuvre de Aldo Naouri, où il dit éduquer, c'est frustrer. Le père, il a pour fonction d'apprendre à l'enfant que tout n'est pas possible, que tout n'est pas permis, donc aussi de protéger l'enfant contre ses propres pulsions, qui peuvent être extrêmement destructrices. Donc apprendre aussi à canaliser ses pulsions, et en même temps en étant l'époux de la mère, donc en aimant sa femme, donc on voit les problématiques aujourd'hui avec les couples qui ne tiennent pas, les divorces, etc. Puisque le père, en aimant sa femme, va signifier d'autant plus efficacement à l'enfant l'interdit oedipien. Donc, et en même temps, il va empêcher que la mère soit trop accaparée par son enfant. Donc il va couper en fait la dyade. Le père a un rôle séparateur entre la mère et l'enfant. Malheureusement, dans la vie quotidienne aujourd'hui, enfin, je dis malheureusement parce que il y a une mode, une tendance actuelle avec la féminisation de la société, une sorte de culpabilisation de tout ce qui est différent du féminin, du matriarcal, on est dans le doux, le lénifiant, le maternant, etc. Et donc les pères ont tendance à s'aligner sur la mère. Donc on se retrouve avec des pères qui sont faits des papas poules, des papas copains, donc qui se positionnent plus comme différents de la mère et qui sont une sorte de mère numéro 2. Donc de facto, très souvent, les enfants se retrouvent, quoi qu'ayant un père et une mère, ils se retrouvent très souvent avec, au fond, symboliquement deux mères, enfin deux personnes qui remplissent les mêmes fonctions, deux mères. Et donc ça pose déjà beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'en passant à l'étape suivante, qui serait le mariage homosexuel et l'adoption par des personnes du même sexe, on renforcerait encore plus des problèmes qui existent déjà. Ben, merci Philon pour cette réponse. Je laisse maintenant la parole à Justin. Oui, bonsoir, merci pour être venu ce soir. Eh bien, ça tombe bien, c'est pour continuer en fait la fin de la réponse précédente, c'est donc quelles seraient selon vous les conséquences de l'éducation par un duo de même sexe en fait, et quelle serait la différence en fait entre quels symptômes en fait pourraient apparaître chez l'enfant éduqué par deux femmes ou éduqué par deux hommes. D'ailleurs, quelle serait
la différence en fait entre les deux d'ailleurs. Voilà, si vous pouvez développer un peu dessus, vous risquez peut-être à quelques euh, prédictions à ce niveau-là en fait. Oula, faire des prédictions, c'est très hasardeux. Ce qu'on peut voir déjà, c'est observer déjà l'état de la société actuelle et les pathologies qui sont apparues depuis une vingtaine d'années par rapport à une société qui se féminise, donc qui est déjà beaucoup plus que par le passé dans une thématique, une symbolique du même. Donc qui se rapproche en fait. Je pense que l'adoption par des couples homosexuels, ce serait encore plus dans cette direction-là. Donc ce serait un peu plus en avant dans cette direction. Euh, donc ce qu'on observe, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est d'immenses difficultés d'abord pour devenir mature, la peur de s'engager dans le mariage, qui relève très souvent d'une fixation à des figures parentales, notamment à la mère, l'incapacité de supporter les frustrations, l'incapacité d'avoir une distance avec soi-même, avec ses pulsions, donc qui conditionnent toutes les conduites addictives, la dépression aussi qui vient de la perte du sens, puisque la fonction paternelle étant affaiblie dans nos sociétés, la fonction paternelle vous impose aussi un rôle, vous inscrit dans une succession générationnelle et donc donne aussi du sens à la vie. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez trouver le sens en vous-même. Donc on est dans des sociétés qui renvoient l'individu à lui-même, qui privatisent en fait toutes les questions de sens, toutes les questions de projet social commun, et à plus forte raison la transcendance, donc qui multiplient la dépression selon ce que Alain Ehrenberg constate dans La fatigue d'être soi. La dépression est la maladie des sociétés occidentales où chacun est supposé se faire lui-même. Pour en revenir donc donc ça c'est du fait justement de l'éviction du renvoi de la fonction paternelle et de l'autorité. Ce qui peut aussi ce qui peut se produire, je dirais, on peut aussi se baser sur éventuellement des témoignages de certaines personnes sur le long terme. Observer l'état de la société qui est déjà très engagée dans une thématique incestuelle, puisque au fond on vit dans des sociétés qui, aussi bien au niveau familial et privé qu'au niveau du fonctionnement de notre économie, de notre société de consommation, sont des sociétés où on nous garantit qu'on va manquer de rien. Il faut manquer de rien, il faut jouir dans l'immédiat. Donc on observe déjà l'état du lien social, l'état de la jeunesse, de l'enfance, le déclin, notamment le développement de la violence à l'école, le développement de la violence sociale. On observe les nouvelles pathologies qui apparaissent et qui sont toutes des pathologies donc résultant précisément de ce rapport à l'enfant qui a changé. Parce que le problème par rapport aux enfants, c'est quel est le rapport à l'enfant de ces personnes qui, n'étant pas dans une situation objectivement on peut avoir des enfants et qui en veulent quand même. On est en fait dans la phrase, ce que citent pas mal de psychanalystes quand ils parlent de la problématique des perversions, c'est je sais bien mais quand même. Donc je sais bien que c'est pas possible mais je veux quand même le faire. Il y a une... Donc le rapport à l'enfant est aussi conditionné par ça, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans des sociétés où l'enfant étant de plus en plus l'objet le fruit de la volonté, le produit de la volonté des parents, qui veulent le faire comme ceci, qui veulent l'avoir au moment où ça les arrange, ou ne pas en avoir, qui décident de ne pas en avoir, ou qui décident à tout prix d'en avoir. Au fond, l'enfant va être prisonnier du narcissisme des parents. Et ça, ce n'est pas sans créer de nouvelles pathologies. Je ne peux pas faire une liste exhaustive de toutes ces pathologies, mais je sais par exemple que l'anorexie mentale, qui touche de plus en plus de jeunes, ce serait, d'après les statistiques, 1 à 2% des jeunes de 14 à 21 ans, et qui en plus est contagieuse, parce que ça relève aussi d'une problématique mimétique, que l'anorexie mentale augmente dans des sociétés qui évacuent la fonction paternelle et qui sont dans le déni de la différence sexuelle. Le psychiatre Thierry Vincent dit d'ailleurs que les anorexiques ont faim, F-A-I-M, de père.
Et je dis, ça a aussi quelque chose à voir avec la fin, F-I-N, du père. Donc ça, c'est une pathologie parmi d'autres. De plus, en créant des lois comme ça qui vont privilégier un certain type de citoyens par rapport à d'autres, donc en leur donnant des privilèges supplémentaires, puisque en instituant donc, des tendances sexuelles qui sont de l'ordre privé, le législateur va créer encore plus de fractures sociales. Ça va créer une société de violence, d'affrontement des uns contre les autres. Je pense qu'on est en train de créer une société de méfiance aussi, de méfiance et en voulant à tout prix forcer les gens à être tolérants, entre guillemets, même lorsque ce sont les fondements des sociétés humaines qui sont atteints, on crée de la violence, on va créer des réactions effectivement de violence. Très bien, merci. Un auditeur, Louis, vous demande bonjour, vous avez fait référence à l'IVG lors de votre conférence. J'aurais voulu savoir si vous êtes favorable ou non aux moyens de contraception. Merci. Donc ça c'est difficile d'y répondre. Favorable ou pas favorable, je m'interroge sur les effets de ces moyens. C'est-à-dire que c'est une question très délicate, il faudrait y répondre de façon très nuancée. Bon, pour moi personnellement, ce que j'en pense moi par rapport à mes convictions, etc., c'est une chose. Je pense pas que ça place dans un débat public. Ceci dit, ce que je voulais donc ce dont je voulais parler à propos de l'IVG, c'est que l'IVG a transformé le rapport de l'adulte à l'enfant, et notamment le rapport de la mère à l'enfant, puisque en France, je le rappelle avec la loi Veil, la femme peut avorter, même une femme mariée peut avorter, donc c'est sur la libre demande de la femme, dans un certain délai, et elle peut se passer de l'autorisation de son mari. Donc en fait, ce que je voulais dire avec l'IVG, c'est que la décision de la procréation est passée entièrement aux mains des femmes. Et que c'est plutôt ça qui pose un problème. C'est que la femme peut complètement décider de faire un enfant comme elle veut, quand elle veut, sans tenir compte de la vie de l'homme. Donc il y a une dépossession des hommes de leur paternité. Ce qui contribue donc au plan de la société en général à dévaloriser donc la virilité, la fonction paternelle et donc le pouvoir aussi des hommes. Donc on se retrouve finalement dans des sociétés qui donnent de plus en plus de pouvoir, notamment le pouvoir de vie et de mort, aux femmes. Donc ce qui contribue effectivement à créer une sorte de société maternelle, maternante, et donc il sera d'autant plus difficile pour les individus de se détacher aussi de cet univers matriciel. Le problème étant toujours celui de la toute-puissance, du renoncement à la toute-puissance de l'enfant, de la mère, pour pouvoir grandir. Donc, je veux dire, les moyens de contraception sont un aspect, enfin, un aspect donc, de ces changements. Il y en a eu d'autres. Il y a aussi les législations donc, autour du divorce, autour du patronyme, etc. Bien, merci Gilon. Je vois une question de Simon Lambert. Que pensez-vous de l'influence des lobbies gays à l'intérieur des partis politiques tels l'UMP et le PS, au vu des affaires que nous avons eues récemment, notamment avec Christian Van Est qui s'est fait exclure de l'UMP? Ce que j'en pense, je pense qu'ils exagèrent. Je veux dire que c'est très inquiétant, puisque effectivement, Christian Van Est avait rappelé une vérité historique, il ne se trompait pas, il rappelait une réalité. Qui était que la loi portant sur le triangle rose et les déportations avait lieu en Allemagne, dans les départements annexés par l'Allemagne, mais pas en France. Enfin, qu'il y a eu des homosexuels déportés. Donc, il a été appuyé et confirmé par des historiens éminents et exclu, je pense aussi pour des enjeux politiques internes, des questions d'image. Etc. Donc ce qui donne quand même une petite idée de la puissance de ces lobbies, et c'est effectivement une puissance sur laquelle le citoyen de base n'a, pour ainsi dire, aucune connaissance, c'est-à-dire que le citoyen est intimidé. Ces lobbies effectivement procèdent par intimidation, c'est dommage parce que il est à craindre qu'on aille vers une nouvelle forme, au fond, d'oligarchie.
Alors très bien, je précise que Simon me dit qu'il n'a pas été exclu, mais il a juste perdu son investiture pour l'initiative. Oui, 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 effectivement, oui. Très bien, merci. Nouvelle question d'un auditeur qui vous demande, ne pensez-vous pas que la tendance prise par le système pourrait plutôt être la suppression de tout mariage, même traditionnel? Ben, en fait, je crois que c'est le but de tout ça. Je crois qu'effectivement, les lobbies sont très écoutés. C'est un auteur dissident, je crois que c'est Alain Soral qui a dit qu'à l'époque des revendications féministes dans les années 70, les féministes étaient très écoutées. Et donc, leurs revendications ont effectivement abouti, parce que derrière tout ça, il y avait un intérêt qui était quand même un intérêt économique. Donc on ouvrait la porte, on faisait croire que les réformes étaient bénéfiques pour les femmes, alors qu'au fond, elles étaient surtout bénéfiques à l'économie de marché. Et fragiliser la famille, c'est aussi, je crois que c'est Max Weber qui écrivait dans L'esprit du capitalisme que l'ennemi du capitalisme, c'est l'homme qui se contente de ce qu'il a. Et c'est aussi effectivement l'homme qui perpétue les traditions. Donc la famille aussi, je pense, la famille classique, avec les valeurs qu'elle véhicule et qu'elle transmet, les exigences qu'elle a, et notamment l'éducation à la contention, donc au renoncement. Je parlais dans cette conférence du renoncement, de la maturation psychique. Je pense que effectivement la famille classique euh, n'est pas, enfin, constitue une sorte d'obstacle effectivement à l'expansion de la société de marché. Donc je pense effectivement que de la même façon dont on a écouté, enfin, il est possible que de la même façon dont on a écouté les revendications féministes à cette époque, dans les années 70, on écoute aujourd'hui les revendications de ces associations militantes et de ces lobbies en faisant passer ces propositions pour d'énormes progrès, des libertés de choix supplémentaires, alors qu'au fond, il s'agit de déstabiliser, de ringardiser en fait le mariage classique. Et donc de déstabiliser la société dans ses repères et les individus dans ses repères, ce qui ouvrira naturellement de nouveaux marchés. Bon, ça aura probablement pour effet d'apporter beaucoup plus de clientèle aux psys, aux juristes aussi, pour défaire les unions. Et également, bon, je parlais tout à l'heure de Aldous Huxley. Je ne sais pas, ceux qui ont lu Le meilleur des mondes savent aussi que les personnages dans ce roman de science-fiction sont invités à ne pas avoir des relations très passagères, très frivoles et très instables. C'est-à-dire que c'est l'individu qui fait loi, c'est pas le lien, c'est pas la famille, c'est pas la généalogie, c'est l'individu. Et je pense que c'est une tendance actuelle qui est en affinité aussi avec l'économie marchande. Merci Philon. Alors, je relais à présent une question de Jeannot. Que pensez-vous de la chute de la natalité européenne à l'heure actuelle? Et pensez-vous surtout qu'elle soit liée au féminisme? Ben oui, puisque le féminisme a effectivement permis d'avoir les enfants qu'on voulait quand on voulait. Donc accompagner effectivement bon, ça, c'est une question. Il faudrait ouvrir des dossiers entiers, avoir des lectures, enfin, citer beaucoup de monde. Ça demande une grande réflexion de répondre à cette question. Mais en gros, je pourrais dire effectivement que la médecine, d'abord, a permis d'avoir moins d'enfants. Et c'est un fait que dans les pays plutôt riches de l'Occident septentrional, moins d'enfants, on les gâte plus et l'enfant devient une référence, l'enfant est hissé au sommet de la pyramide familiale, notamment avec toutes ces exigences, parce que l'enfant représente aussi un marché et un futur client potentiel. Donc on a intérêt aussi à le maintenir dans un état, à l'état de client exigeant, capricieux, n'étant pas capable de résister à ses envies, n'ayant pas le sens des limites. Alors que dans des sociétés plus traditionnelles et qui sont moins capitalisées ou moins occidentalisées, on est certes plus pauvre, mais l'enfant représente une richesse. Ce sont les parents et les ancêtres qui sont en haut de la pyramide familiale, et on a beaucoup plus d'enfants, donc on apprend beaucoup plus tôt et de façon beaucoup plus naturelle à partager avec les autres, à ne pas tout avoir. Donc effectivement, moi, je pense que le féminisme euh,
tout en prétendant émanciper les femmes, ce qui revenait au fond à les envoyer sur le marché du travail, et donc à les désolidariser d'avec la famille, effectivement, a produit aussi des enfants très gâtés. Et que donc, c'est effectivement, quand on a moins d'enfants, on les gâte plus, ça va ensemble. Très bien, merci. J'invite à nouveau les auditeurs, s'ils ont des questions, à les transmettre soit à Panis, soit à moi-même. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le micro également. À présent, nous avons une question d'un auditeur qui aimerait en savoir un petit peu plus sur vous, notre conférencière. Il voudrait savoir quel a été votre parcours politique ou votre évolution politique au cours de ces 10 dernières années. 10 dernières années, c'est précis. Bon, mais en fait, il faudrait remonter à beaucoup plus que 10 dernières années. Il faudrait remonter dès le départ. J'avais une famille qui bénéficiait de deux courants. Une partie plutôt sur le versant paternel, côté père, traditionnel catholique provincial, et l'autre partie plutôt côté mère, mondialisée à l'avance, puisqu'il y a eu des gens qui ont été colons dans d'autres pays, enfin, à l'époque, les pays qui appartenaient à la France. Donc, un côté de la famille très libre, entre guillemets, très matriarcal, avec beaucoup de divorces, beaucoup d'instabilité, et l'autre, c'était l'extrême inverse. Donc, j'ai grandi dans une sorte de schizophrénie, en fait, de modèle, en oscillant d'un modèle à l'autre. Et mes parents étaient des 68ards, donc qui sont devenus d'ailleurs plus tard des militants de la cause homosexuelle, en compagnie d'autres personnes donc de ma fratrie. Donc pendant très longtemps, j'ai été en quelque sorte, j'osais pas penser ailleurs que dans les traces de la gauche. Donc sans réfléchir beaucoup, effectivement, j'avais une mère très féministe, d'autres personnes de ma famille aussi très féministes. J'ai fréquenté aussi des milieux homosexuels militants à un moment, et j'ai constaté, à un moment, à la suite de mes aventures personnelles, j'ai commencé à réfléchir sur la suprématie du féminisme et à me demander si vraiment c'était fait dans l'intérêt des femmes. Je n'osais, enfin moi je sentais que non, mais je disposais pas de l'argumentaire, de la construction intellectuelle. Donc j'ai étudié la philosophie et j'ai été 9 ans dans la précarité aussi, ce qui fait que la précarité, ça fait réfléchir. Quand on subit un déclassement social, on se rend compte que certaines utopies colportées par des classes moyennes ou des classes intellectuelles, etc., se révèlent à l'épreuve du quotidien, de la précarisation de l'emploi, etc., se révèlent des utopies qui s'effondrent. Donc j'ai commencé à militer très très tard, relativement tard, d'abord dans une association altermondialiste pendant 3 ans, donc ça c'était à partir de l'année 2004. J'ai rompu avec cette association altermondialiste parce que je trouvais qu'il y avait une contradiction. En effet, c'était des personnes qui voulaient limiter en fait la dérégulation, qui critiquaient le système financier et qui voulaient limiter, freiner, canaliser, donc demander des taxes, etc. pour freiner la dérégulation économique donc dans l'économie mondialisée, mais tout en restant au point de vue politique et social dans les idées de la gauche antiracistes, féministes. Il y avait beaucoup de partisans de l'union libre, des gens qui banalisaient l'adultère, les choses comme ça. Et ça, c'était en contradiction avec mes convictions. Et je me suis très vite rendu compte que, au fond, en lisant notamment Jean-Claude Michéa, qu'au fond, le libéralisme, il a deux versants. Il y a le libéralisme politique et il y a le libéralisme sociétal, il y a le libéralisme politique et sociétal, pardon, donc plutôt de gauche, et il y a le libéralisme économique. Et que donc, il faut les combattre tous les deux. C'est-à-dire, on ne peut pas combattre l'un et encourager l'autre. Donc, depuis 2007, je fais plus partie de cette organisation altermondialiste. Et ça a été aussi ma rupture avec la gauche. Et donc depuis, je fais partie d'une formation d'un groupe, d'un petit parti républicain. Et je suis un peu en recherche, c'est-à-dire je me documente, je vais sur les forums, j'ai lu avec passion vers la féminisation, notamment d'Alain Soral. Et je fais des recherches donc avec les auteurs, donc à l'aide des auteurs que j'ai cités. Voilà.
Très bien, merci. Notre auditeur Milouz souhaite vous poser une nouvelle question. Il voudrait savoir, il voudrait parler de la Chine en fait, puisqu'il y a un vrai problème d'enfants rois suite à la politique de l'enfant unique là-bas, avec la régulation des naissances. Et il vous demande comment expliquer, suite à tout ce que vous avez dit, la non-propagation de ce phénomène dans la société chinoise. Pouf, alors là, ça demanderait des connaissances sur la Chine que je n'ai pas malheureusement. Je peux pas très bien l'expliquer. La Chine est, pour autant que je sache, nous sommes dans un capitalisme de consommation et la Chine dans un capitalisme de production, donc où effectivement une certaine discipline qui ressemble beaucoup d'ailleurs à celle que nous avions nous au 19e siècle, où une certaine discipline est effectivement demandée. D'où aussi les exigences, aussi au point de vue du travail scolaire, etc. Ceci dit, je ne peux pas très bien répondre à cette question parce que je suis pas bien renseignée sur la Chine. Très bien, mais peut-être une éventuelle explication serait sur disons le type de gouvernement, le type de politique là-bas, sachant qu'en France, nous avons un lobby homosexuel, un lobby gay qui est très puissant. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, d'après vous, le lobby gay est si puissant en France? Pourquoi il est puissant en France? J'aimerais bien le savoir. Je me pose effectivement cette question. Ce que j'observe, c'est que, enfin, moi, j'estime que les homosexuels militants qui organisent des gay pride, qui pénètrent dans l'éducation nationale, qui ont demandé la création de la haute autorité de lutte contre les discriminations, etc., je pense que ce sont les dignes héritiers et souvent aussi les fils des féministes. Donc en fait, c'est la continuation de tout ça. Je pense qu'ils sont puissants, d'abord parce qu'ils sont très bien organisés, et aussi peut-être parce que ils sont courtisés aussi probablement. Enfin bon, je parle effectivement des militants, probablement courtisés par les médias. Et par l'économie marchande, parce que bon, bah, le fait d'être sans enfants, souvent posté de part probablement des préférences internes à cette structure psychique, posé peut-être à des postes médiatisés où on sait parler, où on a de l'influence, etc. C'est probable. Maintenant, il y a un livre que j'ai cherché en vain, donc, dont j'aurais voulu parler ce soir, mais je ne l'ai pas trouvé, parce que non seulement il n'est pas réédité, mais il n'est pas disponible, même sur les sites, qui parle précisément de ces lobbies. C'est un livre signé par un cofondateur de l'Observatoire des communautarismes. Et l'auteur, c'est François Devoucoux de Buisson. Ça s'appelle Les Khmers roses. Donc Khmer comme les Khmers rouges, c'est un titre un peu provoquant, effectivement, un peu exagéré peut-être, mais qui décrit donc c'est le fonctionnement de ces lobbies. J'aimerais bien effectivement en savoir un peu plus parce que je découvre, enfin je suis moi-même très étonnée de leur puissance. Ceci dit, moi ce que je peux dire aussi, c'est que dans ma vie, parmi mes proches, il y a de ces militants. J'en connais personnellement. Euh, donc c'est vrai que enfin, ceux que je connais, je peux pas parler pour les autres, mais ceux que je connais, effectivement, j'ai vraiment l'impression d'être face à des personnes complètement intransigeantes pour lesquelles les arguments de l'autre, de toute façon, l'autre n'existe pas. Donc à la limite, il y a des techniques de culpabilisation, de ringardisation, mais ces techniques de culpabilisation et de ringardisation s'appuient déjà en fait sur toute une évolution sociale qui a préparé le terrain, donc avant l'apparition dans la sphère médiatique de ces lobbies. Ah, effectivement, si jamais on ne sait jamais si François Devaucoux du Buisson nous écoute, euh, on aimerait beaucoup le recevoir ici, puisque son livre était très intéressant. Par contre, il est épuisé depuis déjà un bon moment. Euh, et paradoxe d'ailleurs, il s'était très très bien vendu dans les librairies gays. Donc, comme quoi, le lobby enfin, les homosexuels s'intéressent eux-mêmes à leur propre cas. Nous avons un auditeur, Thomas, qui souhaitait réagir un petit peu à vos derniers propos. Salut Philon, est-ce que tu penses pas que la puissance du lobby homosexuel est directement liée au soutien dont il bénéficie de la part d'un certain lobby communautaire
religieux ou pas, qui a une présence particulièrement bien installée dans les médias français, pour ne pas dire le lobby juif. Alors là, je peux pas répondre à cette question. Je sais pas, je pensais peut-être éventuellement à la franc-maçonnerie, mais les juifs comme ça, en général, bon, je peux vraiment pas répondre à cette question. Je vois pas. Le combo, la combinaison Ruquier-Zemmour, voilà, quelque chose comme ça. Il y a une alchimie qui se produit à ce niveau-là, j'ai l'impression. La combinaison Ruquier-Zemmour, comment ça? Le présentateur gay et l'analyste juif. Le présentateur gay, c'est qui? Ruquier n'est pas gay, excusez-moi. Ah, Ruquier, oh là là. Non, je savais pas en fait parce que bon, la vie privée des personnalités médiatiques m'intéresse pas. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas ce que sont les gens dans la vie privée, c'est le militantisme. Donc, c'est les idées qu'ils profèrent. Ruquier, je savais pas. Je sais il a viré Zemmour et Nolot, voilà. Mais sinon. Alors juste, bon, il s'avère que Ruquier revendique son homosexualité hein, régulièrement, il le dit, etc. Mais peut-être que notre auditeur Thomas souhaiterait nous expliquer lui-même quelle est sa théorie et pourquoi il y aurait un intérêt d'après lui pour le lobby juif de soutenir le lobby gay. Alors, moi j'ai l'impression que le lobby juif soutient en règle générale toutes les minorités agissantes, et donc que le lobby homosexuel, en tant que minorité agissante, minorité sexuelle, est soutenu plus ou moins inconditionnellement par le lobby juif. Voilà. Mais ce que vous appelez le lobby juif, moi ça m'étonne parce que les trois monothéismes condamnent effectivement l'homosexualité. Donc moi ça m'étonne beaucoup d'entendre des choses comme ça. Je me demande si au fond vous parlez pas plutôt du lobby, d'un lobby financier. Ouais. Est-ce que Finkielkraut est un financier? Je ne sais pas. Ça, je peux pas répondre à. Je peux pas vraiment répondre à cette question. Il faudrait apporter des documents, des preuves de la façon dont ça fonctionne. Ce serait intéressant. Très bien, moi, je propose qu'on passe éventuellement sur cette question douloureuse. Pour un autre auditeur, Monster, qui vous demande si vous connaissez un petit peu les travaux de Françoise Dolto. Est-ce que vous les avez lus? Quel est votre avis dessus, surtout? Et quelles en sont les conséquences d'après vous? Alors, je peux indiquer un livre critique d'une certaine lecture de Dolto, qui est de Didier Pleu, Génération Dolto, entre guillemets. J'ai essayé de lire des choses de Françoise Dolto autrefois. Je la connais pas très bien, enfin j'ai entendu parler de ses théories. Maintenant, je trouve qu'elle s'inscrit dans un courant donc de la psychanalyse relatif aussi à la petite enfance qui est très souvent aussi interprétée par beaucoup de parents. Elle a aussi son pendant en langue allemande, donc je pense à la psychanalyste ou ex-psychanalyste suisse Alice Miller. Elles sont un petit peu dans la même veine. C'est-à-dire que ce sont des psychanalystes qui vont voir effectivement dans l'autorité quelque chose une entrave au développement de l'enfant. Enfin, je ne suis pas d'accord, par exemple, quand Françoise Dolto dit qu'il faut parler de tout, expliquer les choses aux enfants, qu'il ne faut pas leur poser de règles, que c'est pas dramatique s'ils vont se coucher à l'heure qu'ils veulent, etc. Je pense que mes convictions en ce qui concerne l'éducation des enfants sont très proches de celles d'Aldo Naouri. Je pense qu'un enfant, c'est avant toute chose un être de pulsion qui a traversé par des pulsions très fortes et que il faut canaliser, mettre des limites, être très clair sur ce plan-là. Merci Philo. Alors je relais à présent une question de Bob. Selon vous, quels sont les moyens de résister à toutes ces théories, de cette idéologie qui est autour de nous, tant au niveau personnel que pour la société? Au point de vue personnel, c'est difficile.
parce qu'il y a le risque de marginalisation et d'isolement social. Parce que je pense qu'on vit dans une société où le pouvoir est très mal localisé, il n'est pas personnifié. Donc il y a une mise en place d'une sorte de surveillance de tous contre tous, et notamment par les sentiments, au point de vue privé, par la culpabilisation. Il y a aussi ce qui se passe, je vois aussi ce qui se passe dans l'éducation nationale. C'est bon, moi je conseille d'abord la lecture et la réflexion par rapport aux auteurs, aux quelques auteurs que j'ai pu citer aujourd'hui, la diffusion des idées évidemment. Dans la vie privée, se poser les bonnes questions, éduquer ses enfants de façon classique, leur donner des repères. Bon, moi je dis franchement personnellement, quand j'ai appris que la théorie du genre allait être enseignée à l'école, pour moi ça a été l'événement déclencheur qui m'a poussé à inscrire mes enfants dans l'enseignement privé catholique. Bon, ça c'est peut-être pas un enseignement enfin tout le monde n'en a peut-être pas les moyens, mais bon, ça peut être une forme de résistance. Il y a mille façons de résister à tout ça. D'abord, je pense que j'estime qu'il faut tenir les enfants à l'écart de ces questions, ne pas commencer à leur parler de ceci et de cela. Lutter contre l'homophobie, par exemple, c'est quelque chose qui se faisait tout naturellement par l'éducation classique. On éduque ses enfants aux bonnes manières, à ne pas dire de grossièreté, à respecter son prochain, sans forcément leur faire des exposés sur ce que c'est que l'homosexualité, et ça suffit largement. C'est des choses adaptées à leur âge. Au plan privé, donc il y a beaucoup lire beaucoup. Moi, je peux pas tellement parler des moyens que j'ai des moyens par lesquels je résiste à ça, mais je pense que l'un des éléments de la résistance, c'est de savoir ne pas se laisser culpabiliser. C'est-à-dire, on est très intimidé par les arguments qui se répandent, qui ne sont pas seulement les arguments des militants, mais ce sont des arguments aussi que les gens dans la vie quotidienne reprennent. Donc très souvent, on risque de se faire isoler, traiter de ringard. Une fois, je me suis fait traiter d'espèce en voie de disparition, des choses comme ça. Et au point de vue, donc beaucoup plus public, politique, je cherche des moyens, effectivement, c'est pas facile. Il y a des associations de parents. Je pense qu'il faut essayer aussi de toucher les médias, donc multiplier aussi les initiatives. L'Internet peut être aussi un moyen de résistance. Merci. Très bien, mais puisque nous sommes... Ah, pardon, Panis, si tu veux reprendre la parole. Non, je voulais remercier Léon de sa réponse. Très bien. On est à l'entre-deux tours là, de la présidentielle. Donc Sarkozy et Hollande se sont qualifiés. Une petite préférence par rapport évidemment à la question homosexuelle? Aucune préférence. Moi, j'appelle à voter blanc. Blanc bonnet, bonnet blanc, la peste ou le choléra. Sarkozy, je crois que c'est Franck Abed qui a dit sur le livre TeamSpeak, qui avait listé la série de réformes amenées par M. Sarkozy, allant dans le sens de la fragilisation de la famille classique. Et je pense que de toute façon, un jour ou l'autre, l'UMP, même si le candidat Sarkozy, à l'occasion des élections, s'est prononcé en défaveur du mariage homosexuel, je pense qu'un jour ou l'autre, il y viendra. Quant à Hollande, il l'affiche officiellement. Moi, je pense que ces deux versants, ces deux candidats sont les deux versants du libéralisme, comme un peu l'explique Michéa. L'un est du côté du libéralisme de gauche et l'autre du libéralisme de droite. Aucune préférence, voilà. On se souvient par exemple que Sarkozy est l'un de ceux qui avait poussé pour que le Pacs donne absolument quasiment les mêmes droits que le mariage traditionnel au couple homosexuel. Oui, et d'ailleurs, la législation a été faite dans ce sens, c'est-à-dire qu'on a aligné de plus le Pacs sur le mariage et le mariage sur le Pacs. Parce que l'un des effets aussi du Pacs, contrairement à ce que les militants de l'époque affirmaient pour rassurer les foules,
il disait non mais ça va pas du tout déstabiliser la famille, c'est simplement une option supplémentaire, une liberté de plus, un choix qui est mis à la disposition des gens, ça vous empêchera pas de vous marier, ça va pas déstabiliser la famille. Or, le Pacs a été plébiscité en majorité utilisé et plébiscité en majorité par des hétérosexuels, des couples hommes-femmes. Parce qu'effectivement, il offrait beaucoup plus, les mêmes avantages, quasiment. Petit à petit, il a été aligné donc, pour les avantages, notamment en termes fiscaux, sur le mariage, mais avec moins de contraintes. Donc maintenant, on essaye d'enlever les contraintes du mariage. Donc on est en train de rapprocher l'un de l'autre, de les aligner l'un sur l'autre. Ce qui d'ailleurs s'inscrit dans cette logique de nivellement des différences qui traversent nos sociétés. Très bien, merci. Nous avons un auditeur qui a noté tout à l'heure que vous avez abordé rapidement la possible participation du lobby des francs-maçons dans l'acceptation du mariage gay, comme dans la promotion de l'IVG. Est-ce que vous pouvez poursuivre un petit peu votre réflexion là-dessus? Je connais très très mal la franc-maçonnerie. Donc, je peux pas tellement répondre à cette question. Là, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, en fait. Très bien. Écoutez, je vous remercie chaleureusement pour votre conférence. Je vous propose peut-être de nous donner un petit mot de conclusion, puisque nous allons arrêter. Et peut-être si vous avez un site ou un blog, vous pouvez l'indiquer à nos auditeurs pour qu'ils puissent vous retrouver. Alors, j'ai pas de site, j'ai pas de blog. C'était l'un de mes projets, donc peut-être qu'un jour ça viendra. Donc, ce serait plutôt un site ou un blog où j'essaierai en fait de montrer donc par rapport à ces auteurs quelles sont les évolutions de la société, les effets de l'évacuation l'affaiblissement de la fonction paternelle. Et ma conclusion, elle est plutôt pessimiste parce que ce que je vois venir me fait très peur, effectivement. Pas seulement en tant que mère, mais en tant que citoyenne, en tant qu'être humain de toute façon, parce que je pense qu'on ne mesure pas du tout les conséquences que ça va avoir. Et je crois qu'il faudra le recul de 3-4 générations pour qu'on le mesure vraiment. Je pourrais aussi ajouter un mot en ce qui concerne les totalitarismes. Je crois que c'est Tony Anatrella qui a dit que les totalitarismes s'installent dans des sociétés où la fonction paternelle, effectivement, et les repères sont affaiblis, et que les dictateurs, les meneurs, les leaders des totalitarismes, donc, y compris éventuel totalitarisme soft, sont des personnes qui sont beaucoup plus du côté de la logique maternelle, donc de la symbolique maternelle. Donc je crois que c'est la psychanalyste Janine Chasgues-Mirgel, dans un essai sur les maladies de l'idéalité, qui a dit que la raison humaine, donc le surmoi, donc ce qui permet de raison garder, aussi bien au plan personnel qu'au plan social et politique, est une instance récente et fragile, c'est-à-dire c'est l'instance du moi qui se constitue en dernier, donc dans la maturation de l'individu, du sujet, et que donc c'est par conséquent, c'est jamais acquis définitivement, et c'est très facile à balayer, c'est-à-dire c'est une instance fragile. Et que les totalitarismes s'installent en fait dans des sociétés où c'est le surmoi et ce qui permet de le constituer, donc la fonction paternelle, est effectivement fragilisée. Donc c'est le cas de la nôtre. Donc ce qui se profile à l'horizon, ce qui risque effectivement d'advenir un jour, on assiste avec ces luttes contre l'homophobie à des situations où on est à la limite presque d'une sorte de police de la pensée. On pourrait, petite réforme après petite réforme, arriver à laisser s'installer des situations dont on se demanderait des décennies plus tard comment on a pu laisser passer ça. Je dirais aussi que ces militants procèdent toujours petit à petit, ça vient jamais comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il y a toute une évolution de la société qui se fait dans ce sens-là, donc petit à petit. Chaque réforme, chaque loi qui est votée, on a toujours des propos lénifiants pour rassurer les foules, une façon euphémisée d'en parler. Il faut faire très attention à ça, parce qu'il y a aussi une manipulation du langage qui se met en place, notamment dans la sphère médiatique. Et je dirais en conclusion, n'ayons pas peur d'être un petit peu parano sur les bords, enfin non, j'exagère en disant parano, n'ayons pas peur de tirer les sonnettes d'alarme. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de les tirer. Ce n'est pas être réactionnaire, ni être intégriste intellectuel ou intégriste religieux,
que de rappeler qu'une société humaine repose sur des tabous, que le vivre ensemble des êtres humains repose sur les différences et sur un certain sens des réalités, donc sur la raison humaine, et que nous n'avons pas le droit, ce serait je veux dire, ce serait complètement irresponsable par rapport aux générations futures de laisser, au nom de la facilité ou par peur d'être ringard, de laisser s'installer des lois qui pourraient vraiment avoir des conséquences qu'on ne mesure pas encore. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre conclusion. Donc cette conférence du 29 avril 2012 est terminée. Je remercie évidemment Panis de m'avoir donné un coup de main pour l'animation de la séance de questions-réponses. Je remercie bien sûr notre conférencière Philon pour son intervention très intéressante. Je vous donne rendez-vous, alors non pas la semaine prochaine, puisque ça sera soirée d'élection, mais nous ouvrirons quand même une libre antenne. Donc si vous voulez venir commenter un petit peu les résultats du duel Hollande-Sarko, vous pouvez venir. Ça fait toujours du bien de se défouler un petit peu. Et par contre, nous reprendrons les conférences le 13 mai en recevant Francis Cousin pour une conférence qui sera intitulée Le communisme comme tradition primordiale. Voilà. Je vais vous dire un rendez-vous donc au 13 mai et bonne soirée à tous. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Bonne soirée à tous. Au revoir.